Bonsoir et bienvenue dans le dernier numéro de la saison 4 de French Big Ballers. Il se sera fait attendre, mais après une fin de saison régulière ennuyante, il est maintenant l'heure de parler de ces fines... Autant pour moi, on s'est logiquement fait sortir comme des grosses merdes et ceci dès la saison régulière. Il est donc l'heure de tirer un bilan sur cet exercice calamiteux et de commencer à évoquer le prochain. Pour cela, je serai accompagné des dorénavant 3 habitués qui animent le compte contre vents et marées. Il a clairement un coup de cœur pour Kyrie Irving et Kevin Durant et a reporté ses attentes sur les Nets en début des playoffs. C'est donc en toute logique qu'ils ont sauté en 4 matchs au premier tour. Nas est avec nous. Comment ça va, Nas ? Salut Clem, salut à tous. Ravi d'être là, comme toujours. Évidemment, on n'allait pas faire les autruches. On a probablement la pire saison de l'histoire de la franchise à débriefer ce soir. Et on va le faire avec le sourire. En tout cas, on va essayer. Jurassic World 3 et ses dinosaures sortent prochainement en France. L'occasion d'accueillir l'un d'entre eux. Adrien est avec nous. Merci Clément, quel plaisir de vous retrouver, oui, malgré la sinistrose de la saison désormais terminée. Mais voilà, on se retrouve et c'est ça le principal. Et le troisième est non des moindres, à peine arrivé dans l'équipe et déjà menacé de partir après une fin de saison sans play-off. Ben est un peu notre Russell Westbrook. Comment vas-tu, Brody ? Oh, c'est dur ce que tu viens de me faire. Écoute, ça va. Je vais essayer de me remettre de cette présentation. Et écoute, ça va. Après un mois et demi à couper et à faire le bilan, on repart sur des bonnes bases et on espère que la saison prochaine sera meilleure. Enfin, ça ne peut pas être pire, à vrai dire. Messieurs, c'est l'heure de notre petit rituel annuel, celui qui consiste à se flageller après une saison ratée. Et pour le coup, celle-ci, elle est plutôt en haut du classement, comme tu l'as dit, Nas. On va bien entendu revenir sur le déroulé de la saison et trouver les coupables, en parlant évidemment de Russell Westbrook pendant 1 heure et en rédigeant des tweets l'incendiant toutes les 10 minutes pour faire des stats comme depuis le début de la saison. Enfin, du moins si j'en crois certains individus malvoyants et d'un peu de mauvaise foi. Plus sérieusement, messieurs, cet échec s'explique à différents niveaux et certaines têtes sont déjà ou vont tomber. Est-ce qu'on se lance dans une échelle de pénibilité en allant du plus petit au plus gros responsable ou on part plutôt des gradins et on revient peu à peu vers le terrain ? Écoute, on en parlait un peu en avant, avant l'enregistrement. Je pense que ce qui va être le plus intéressant, ça va être de partir d'en haut et de le faire de descendre petit à petit. De toute façon, cette saison, elle a été un échec sur beaucoup de niveaux, mais elle part de base de mauvaises décisions, de problèmes d'organisation et de gestion de la franchise qui en réalité existent depuis un petit moment, mais qui ont atteint, on va dire, leur apothéose cette année, quoi. Et notamment cet été, pour commencer, on va partir de la free agency dernière, avec Rob Pelinka au centre des attentions, ses GM associés, donc LeBron et Anthony Davis, et les conditions imposées par les dirigeants, donc les propriétaires, notamment Jenny Booth, qui étaient grosso modo pas touche au pognon. Oui. Donc on part de là. Nas, est-ce que tu peux résumer la situation de l'été dernier ? Oui, c'est vrai que concrètement, on avait une propriétaire, Jenny, qui l'a dit clairement, elle voulait pas se faire atomiser par la luxury tax, ce qui est quand même un peu dommage quand tu as une title shot avec LeBron James dans ta franchise. C'est quand même un peu dramatique quand tu vois la payroll de franchises comme les Warriors ou même un peu comme les Nets, de voir que nous, finalement, on est quand même un petit peu des clochards. Et on l'a montré l'été dernier, notamment par des petites économies de bout de chandelle concernant Alex Caruso, entre autres. En fait, finalement, des raisons de l'échec qui pourraient expliquer cet échec, il y en a beaucoup. Je pense que l'une des raisons principales, ça a été cette espèce de petit bras de fer qu'il y a eu l'été dernier entre LeBron et AD et Pelinka concernant le trade, notamment d'assets comme Kuzma. Pelinka, lui, en tout cas sous toute vraisemblance, parce qu'en réalité on n'a pas eu la confirmation, on le saura probablement dans la version LeBron de The Last Dance dans 10 ou 15 ans. Mais oui, tu vois, selon toute vraisemblance, Pelinka voulait flip Kuzma contre Buddy Hield, et LeBron et AD, de leur côté, avaient fait leur petite tambouille avec Westbrook. C'est le duo qui l'a emporté, pour le meilleur et pour le pire, et finalement on l'a vu pour le pire. On aura loisir d'en parler tout durant ce pod, mais voilà, tout part de là, tout parle une propriétaire qui a pas de fric, qui veut pas en dépenser, un dirigeant Pelinka qui ne s'affirme pas dans la gestion de la franchise et qui se fait un petit peu piétiner par les envies de LeBron et AD, et qui du coup fait un peu passer le sportif au second plan entre guillemets l'été dernier. Des joueurs qu'on aurait dû reconduire comme Alex Caruso qu'on n'a pas reconduit. Des bons joueurs qu'on a perdus aussi au profit de Russell Westbrook, comme KCP notamment, qui ont été des joueurs qui nous ont beaucoup manqué cette saison.
Et finalement, voilà, on arrive au mois d'octobre avec un effectif très light, quoi, qu'on n'a pas pu améliorer au fil de la saison. Et finalement, le crash est totalement logique. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense avoir pas mal résumé la situation. Ouais, disons que tu arrives effectivement en octobre avec une exigence que ton expérience du Big Three fonctionne. Voilà. Et si ça fonctionne pas, tu as zéro sécurité derrière dans ton acte tout au long de la saison. Moi, je me pose la question, comment LeBron, qui est quand même réputé pour avoir une bonne science du jeu, a pu se dire qu'à un moment donné, avec Westbrook, ça pouvait fitter. Est-ce qu'il a juste envisagé de se dire qu'il allait moins jouer et que Westbrook pourrait se substituer à lui pendant ses minutes de repos? Bon, moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu se dire que ça allait marcher. On a tous voulu y croire au début, je pense, avec beaucoup de réserves quand même, mais je reste quand même perplexe sur qu'est-ce qui a amené à se dire que ça pouvait fonctionner avec Westbrook. Et bon, l'expérience montre que ça a foiré. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Clem, mais c'est vrai que on était arrivé nous en début de saison, on va quand même pas se mentir, comme tu disais Benoît, hype, mais à la fois un petit peu aussi sur la réserve, un peu le pied sur le frein, en se disant bon, mine de rien, bon, quand tu check vraiment la valeur d'un Russell Westbrook dans un effectif d'un point de vue purement statistique, au-delà de ses grosses perfs parfois notamment avec les Wizards, etc. Ce qui ressortait beaucoup, c'était quand même que le joueur était franchement sur le déclin, notamment sur ces 2-3 dernières années avant qu'il arrive, et que finalement cette période de 2-3 mois post-All-Star Break avec les Wizards, en fait c'était pas le Russell Westbrook qu'on allait avoir, et c'est pas le Russell Westbrook qu'on a eu d'ailleurs. De toute façon, on s'est rendu compte très vite que ça allait être compliqué. Finalement, cette saison, on peut lui mettre plein de choses sur le dos. On peut dire que Anthony Davis n'a pas beaucoup joué. C'est vrai, il a joué que la moitié de la saison. Mais le bilan du trio, ensemble, n'était pas famélique non plus. Il n'était même pas positif, d'ailleurs. Le Big Three n'a pas marché. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour le dire. Je pense que le Big Three n'a vraiment pas marché. Il n'a pas marché pour plein de raisons. La première, c'est que l'une de ces raisons, c'est qu'en faisant venir Westbrook, tu as une masse salariale qui prend un coup. Et derrière, pour pouvoir avoir de la qualité autour de tes joueurs, c'est compliqué. On a pu avoir 2-3 petits joueurs cool pour des contrats sympas. On a eu l'éclosion d'Austin Reeves qui était quand même pas forcément prévu au début. J'ose même pas imaginer la gueule des Lakers si Austin Reeves avait pas été bon et n'avait pas eu un rôle assez important finalement au fil de la saison pour lui. Mais oui, finalement, quand tu peux donner que des contrats minimum, tu récupères des joueurs qui sont limités. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand je vois là typiquement les finales de conf Boston Miami Heat, et qu'on voit comment certains joueurs du Heat se sont fait bencher pendant ces finales de conf par Spo, notamment Duncan Robinson et même un peu Tyler Hero. Tu te poses la question de te dire, mais finalement, qui sont ces joueurs qui auraient pu avoir une place dans une rotation de finale de conf ou de finale NBA cette saison, dans le roster cette saison? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et ça revient. Alors, on va garder peut-être l'analyse, en tout cas, des joueurs sur cette saison pour plus tard. Mais ça fait lien aussi, surtout avec la construction de cet effectif et cette volonté de faire absolument venir une troisième star aux dépens des role-players ou des joueurs intermédiaires, ceux qui peuvent avoir des salaires. Kentavious Caldwell-Pope avait des salaires comme ça, Kyle Kuzma, Caruso, Danny Green. Danny Green, ça a été un pari pour aller prendre Schroeder, mais finalement Schroeder part sans rien, alors que tu pouvais peut-être l'envoyer quelque part à la deadline, bref, ça c'est autre chose. Mais moi, ce qui me surprend un peu, c'est que cette volonté absolument de favoriser un Big Three et au risque de se découvrir ailleurs et d'essayer de faire des économies, de bricoler des trucs, etc. C'est un peu le maître mot de Rob Pelinka, en fait. Et je fais le lien avec ça par rapport au recrutement du coach. Donc ça va être une problématique importante sur cette saison, puisque rien ne s'est passé et il y a plusieurs responsables. Au niveau du coaching staff, on rappelle ce qui s'est passé l'été dernier, c'est-à-dire que Vogel est champion en 2020 avec un effectif, une grosse défense, et au niveau attaque, merci LeBron, merci Anthony Davis, 2-3 tirs à 3 points qui rentrent, ce qui est là grâce au role-player. Et il n'a rien fait pour améliorer ce coaching staff. Il y avait une carence en attaque, il n'a rien fait pour l'améliorer. Et pire, quand l'occasion s'est présentée, par exemple Jason Kidd est parti, ça a été remplacé par David Fisdale, tu vois. Et ce qui est sorti un peu pendant la saison, c'est qu'il y avait des assistants qui étaient intéressés pour venir, et des assistants peut-être un peu chers.
Alors, chacun évaluera le niveau. Je crois que c'était Scott Brooks qui était évoqué, mais il n'avait pas été pris parce qu'il demandait un peu trop et ils n'avaient pas assez d'argent. Donc, ils ont fait monter le coach qui était Mike Pemberty, qui était le coach du shooting. Donc, ils l'ont fait monter assistant coach juste pour économiser des deniers. Tu vois, c'est un peu la problématique chez Pelinka, et c'était déjà ça aussi au recrutement de Frank Vogel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Tyrone Lue qui était favori, qui demandait un contrat. Ouais, c'est ça, ouais. Qui demandait un contrat de coach champion, puisque c'était un coach champion, et avec une liberté pour nommer son coaching staff. Sauf qu'il y avait des attentes, il fallait absolument qu'il y ait Jason Kidd dans le coaching staff. Tyronn Lue l'avait dit OK, mais si vous me donnez mon contrat, etc. Et à force de rogner, Lue a dit non. Frank Vogel, qui était censé être l'assistant de Lue, s'est présenté comme coach avec les mêmes problématiques. Et je crois que c'était 3 ans de contrat initiaux. Il a prolongé en début d'année. Ouais. Et sans capacité, ou en tout cas sans pouvoir pour nommer ses assistants, avec notre ami Kurt Rambis qui vient dans la réunion et les meetings des coachs. Je comprends pas comment tu peux autant t'immiscer dans ton coaching staff, sachant que t'as pas les compétences toi. Comment tu peux donner aussi peu de moyens quand tu es une franchise comme les Los Angeles Lakers. Je sais pas. Donc là, il a changé son fusil d'épaule. Hein. On va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais puisque on peut switcher sur les coachs, messieurs, si ça vous va, si vous aviez d'autres choses à dire, sinon sur Pelinka. Non, après c'est vrai que tu t'as imputé à raison, mais une partie du fait qu'on soit cheap à Pelinka, mais je pense que l'argent sort pas des poches de Pelinka, hein, l'argent sort des poches des propriétaires et notamment de Jenny Buss. Et si Pelinka est cheap, c'est aussi parce que Jenny Buss lui ordonne d'être cheap. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que c'est important, je trouve, de regarder les Lakers d'une manière vraiment verticale, qui met la thune, qui pilote, et derrière, après, effectivement, Pelinka, on peut lui imputer un paquet de conneries, mais bon, en tout cas, pour ce qui est du portefeuille, c'est quand même un problème récurrent. Dans mon discours, c'était pas forcément le côté forcément cheap, etc., payer un assistant ou faire des économies, etc. Ce que tu peux reprocher à Pelinka, par contre, c'est cette volonté de construire un Big Three. Même s'il s'en dédouane, parce que ce qui a été dit, c'était que lui il penchait plus pour Buddy Hield, mais bon, c'était dans cette période à la fin de la saison où tout partait en désastre et chacun se renvoyait la balle. C'était la faute de Clutch Sport qui essayait de prendre le pouvoir, c'était la faute de Rob Pelinka, etc. Tout le monde se tirait dans les pattes. Ce qu'on sait, c'est que Rob Pelinka a toujours voulu construire un Big Three et y est parvenu avec sans doute la mauvaise personne, le mauvais joueur, le joueur qui n'était pas adapté en tout cas aux Lakers. Et ce que tu peux reprocher aussi, c'était de laisser faire en fait, de pas fournir les armes à Frank Vogel, de laisser Kurt Rambis faire n'importe quoi comme d'habitude. Alors certes, il y a l'influence de Jenny et on sait qu'elle est proche des Rambis et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent à peu près dans la franchise, mais je sais pas, c'est faire passer Pelinka pour un innocent. Il faut se rappeler que Pelinka fait partie du clan de Jenny Buss. Ah non, mais bien sûr, voilà. Je suis totalement d'accord, et je ne le fais pas passer pour un innocent. Par exemple, pour moi, le point culminant, et on va dire le point on va dire chronologique, au moment où ça a commencé la descente des Lakers a commencé à vraiment s'accentuer. Pour moi, tout est parti en couille au moment où on a fait venir Drummond et qu'on a commencé à un peu le mettre dans les pattes de Gasol. Franchement, en ce moment-là, il a été dur pour nous en tant que fans parce que franchement, on sentait la pipe arriver, quoi. Mais vraiment, pour le coup, autant Westbrook, on pouvait avoir de la réserve et un peu d'espoir, autant Drummond, on savait que ça allait être une catastrophe. Et ça, il n'y a pas raté, malheureusement. Et je trouve qu'en fait, vraiment, tout s'écroule depuis l'arrivée de Drummond, tu vois. Plus aucun choix n'a été réussi. Alors on en parlera après, la pente se redresse un petit peu là dernièrement, mais oui, non, je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Pelinka est loin d'être un innocent, ça c'est clair. Pour terminer simplement peut-être sur Pelinka, moi je pense que c'est un vrai défaut dans notre construction. Il est encore là parce qu'il est copain avec Jenny Buss et les Rambis. Après, si on regarde objectivement, il a quasiment fait aucun bon choix depuis qu'il est là. Et surtout, il a un gros défaut niveau recrutement, c'est que aucune équipe, aucun interlocuteur de toute la ligue ne peut le blairer. Il a des mauvaises relations avec tout le monde. Il n'a jamais décroché son téléphone quand il avait les mains libres. Et là, il essaye de taper à des portes et en fait, tout le monde lui ferme la porte au nez parce qu'il paye son attitude pourrie avec les autres.
Et je pense que pour nous, c'est un vrai handicap, ce mec. C'est un peu passé à l'as, c'est vrai, avec ce titre. Et c'est pareil, on avait fait un podcast justement après le titre pour célébrer la saison de Frank Vogel, Pelinka et Genebus, qui était sous le feu des critiques avant. Hein. Quand on remonte à la saison avant le titre, Magic s'en va, c'est à perte et fracas, ça tire dans tous les sens, etc. Mais il y avait déjà ces critiques-là à l'époque. Et en fait, évidemment, une saison sans titre, tu commences à te reposer des questions. Alors là, une saison sans play-off, évidemment, toutes les critiques remontent et voilà, ce que je veux dire, ces critiques existent depuis un certain temps. C'est peut-être passé à l'as, à tort ou à raison, avec la saison du titre, mais elles reviennent peu à peu, ouais. Messieurs, est-ce qu'on parle de notre ami Frank Vogel? Eh bah, allons-y. Qui n'est plus feu Frank Vogel, oui. Tout du moins, puisqu'il n'aura pas résisté à cet exercice 2021-2022. Cette saison, ça aura confirmé un peu ce qu'on voyait depuis le titre, hein, grosso modo. Donc c'est un stratège défensif de haut niveau. Je pense que personne ne peut nier ça avec l'impact qu'il a eu sur les Lakers, tout du moins sur les premières saisons. Cette saison, c'était un peu plus compliqué vu le matériel qu'il avait sous la main. Mais surtout limité sur le plan offensif. Que ce soit dans la versatilité, tout ce qui est playbook, et l'efficacité, et un certain entêtement avec les joueurs vétérans au profit des jeunes joueurs peut-être meilleurs. Donc en première ligne, Vogel, ça a été le premier fusible à sauter. Et après quelques semaines de recherche, c'est Darvin Ham, assistant coach à Milwaukee, qui est engagé. Un homme déjà connu de la franchise, à celui qui veut prendre la parole, présenter le bonhomme. Et bah Adri, peut-être, si tu veux. Vous prenez un froid là. Darvin Ham, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'était un joueur NBA qui était undrafted, qui au début récupéré par les Pistons, qui avait la réputation en tant que joueur d'être plutôt un travailleur, un journeyman sérieux, quelqu'un qui est avec un joli athlétisme quand même, hein, quand tu reprends certains highlights, mais voilà, quelqu'un du dur sur l'homme. Et peut-être une réputation qui va lui survivre après en tant qu'assistant coach. Il est passé par pas mal d'équipes, dont nous, oui, en 2012. Ouais, 2011 jusqu'à 2013, c'était sous Mike Brown, grande figure aussi des Lakers. Et tu te rends compte que sous ce coaching staff, tu as eu des sacrés noms qui se sont. Aujourd'hui, comment dire, on se plaint de le staff, et quand tu penses que tu avais du Clifford Brown, Steve Clifford, que tu avais Quinn Snyder, que tu avais Ettore Messina, enfin, tu avais un coaching stack de malade mental. Il y avait déjà Phil Handy aussi qui était passé en tant que coach développement. C'est comme ça que se sont rencontrés. Mais on va dire le vrai décollage de Ham, c'est sa rencontre avec Budenholzer aux Hawks, puisqu'il va faire partie de cette belle aventure qu'a été Atlanta, aventure massacrée année après année par LeBron James, et il suit Budenholzer aux Bucks, et avec pas la moindre démission, puisqu'il est le coach en charge de la défense des Bucks. Et on peut dire que ça a plutôt bien marché, hein, puisque quand tu es en charge de la défense et que depuis que tu arrives à la tête de l'équipe, tu fais première saison, meilleure défense de la Ligue, deuxième saison, meilleure défense de la Ligue, troisième saison, 9e défense de la Ligue, et l'année dernière, à nouveau, première défense de la Ligue. Ouais. Ça, c'est un petit peu le pédigré de Darvin Ham avec les Bucks. Et s'il gagne un titre, c'est quand même en grande partie de ce côté du terrain. Donc voilà pour la présentation sommaire de ce coach-là. Après, on pourra revenir, je pense, si vous voulez, sur le processus de sélection et un peu plus en détail sur le type de profil que cela annonce pour nos futurs Lakers. Yep. Ouais. On avait eu un peu chaud, notamment. Donc Darvin Ham a été nommé après plusieurs interviews. Il y avait Terry Stotts qui était sur la liste. Il y en avait un troisième dont j'ai perdu le nom. Atkinson. Ah oui, Kenny Atkinson d'ailleurs, qui est pressenti du côté de Charlotte. Et on avait eu un peu peur parce qu'il y avait Mark Jackson qui s'y traînait et Doc Rivers, la rumeur Doc Rivers qui restait. Donc ça reste une bonne nouvelle, cette signature de Ham, non? Oui, et puis tu as aussi quand même, on va la mentionner rapidement, tu as aussi la dernière rumeur juste pour attaquer les Lakers. Tu vois la rumeur Ron Howard, c'est un peu comme tu vois un peu comme la rumeur Monty Williams. C'était le premier choix, mais on s'est fait mettre un gros vent. Voilà, soi-disant, comment dire, on s'est fait mettre un gros vent par notre choix numéro 1 qui est le coach de Michigan. Ouais, on a quand même esquivé des balles, pour revenir sur ce que tu disais, Clem, quand même, parce qu'on n'aurait pas été ravis de finir avec Mark Jackson, je pense. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir Darvin Ham parce qu'on a évité Mark Jackson et Doc Rivers notamment,
Ou est-ce que vous êtes vraiment satisfait et séduit par ce profil-là, du fait de son pédigré, du fait de ce qu'il a pu dire en conférence de presse Alors, Il y a plusieurs choses là dans ta question. ouais, c'est vrai. Concernant la conférence. C'est juste pour vous dire, par exemple, il y a eu une question, c'était faut-il regretter le choix de Ham, sachant que Snyder est dispo quelques jours après. C'était voilà, est-ce que en termes de coach disponible ou supposé disponible, ça aurait été votre choix numéro 1 ou votre dans le top choix Déjà, on sait pas si. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas à le regretter parce qu'il n'avait pas envie de venir, donc pas de regret à avoir. Hein. Bah déjà, je suis même pas sûr que Snyder veuille continuer comme coach. Hein. Peut-être qu'il va vouloir être assistant reprendre un rôle d'assistant. Après, même cette histoire avec les Jazz qui se finit pas bien. Faut dire. À mon avis, il attend que Popovich lui laisse sa place aux Spurs, hein, tout simplement. Ouais, je sais pas. Non, regretter Snyder, non. Ça aurait été un coach intéressant, mais je pense que en réalité, il faut quand même pas se mentir. Ce qui marche bien avec LeBron et avec AD, c'est quand même une recette un petit peu défensive, avec derrière un coaching staff autour qui nous permettent de faire un peu mieux que ce qu'on a proposé sous Vogel en attaque. Et moi, dans l'idée, avoir un coach vraiment un tough guy. Il en parlait en conférence de presse. Quand on lui a posé la question sur est-ce qu'il a la pression pour son premier poste de head coach aux Lakers, qui est quand même une franchise, une grosse franchise, est-ce qu'il ressent de la pression par rapport à tout ça? Il lui a dit, vous savez, j'ai grandi dans je sais plus quelle ville, un peu ghetto du Michigan, j'ai oublié le nom. Je me suis pris une balle dans la tête de manière involontaire dans ma jeunesse. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, vous savez, quand vous avez vécu ça, il n'y a plus grand chose qui vous fait peur et je risque pas d'avoir peur pour du basket. Et je pense que. Il n'y a pas de Saginaw, comme ça. C'est quoi? Saginaw, ouais, c'est pas de là de là. Ouais. Et bon, voilà, une fois que ça pose quand même un beau. Ça balise plutôt bien la mentalité du bonhomme. On se rappelle quand même qu'en 2004, même si c'était loin d'être l'une des premières options des Pistons qui ont atomiser le duo Shaq-Kobe, et surtout Kobe, en réalité, sur ces finales-là. Voilà, c'est un mec qui, quand il était joueur, a fait partie, on va dire, d'une des dynasties de joueurs les plus durs, les plus brutaux que ce sport ait connu. Et derrière, voilà, comme il a quand même aussi un joli pédigré en tant qu'assistant coach, il sait ce qu'il fait en défense. On a eu les nouvelles, là, aujourd'hui, quand même, qu'on peut passer en revue. Il se sépare de Fisdale, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle dans l'idée. C'est pour continuer de répondre un petit peu à Clément sur ce que tu disais sur Snyder et Darvin Ham, pardon. Non, très content de sa signature. Il a l'air de savoir ce qu'il fait par rapport au choix de son staff. Pourvu que ça dure, on sait que Phil Andy va rester. Les deux, comme on l'a dit rapidement, étaient collègues, je crois, aux Lakers à l'époque au moins en 2012, à l'époque où Darvin Ham y était. Phil Andy, ça a été un mec qu'on avait très très envie de garder, je pense unanimement, dans cette conversation. Et ravi qu'il reste. Donc bon, il a l'air quand même de savoir ce qu'il fait. Il choisit un staff qui est cohérent. Hâte de savoir ce qu'il nous réserve pour l'attaque. Il reste quand même encore quelques petits noms disponibles. Donc voilà, non, moi plutôt satisfait. Je pense que ce qu'il nous fallait, c'était un regain de mental. On a quand même vécu une saison au-delà du basket qui était parfois pas terrible. On a eu, je trouve, une équipe très faible mentalement qui s'écroulait beaucoup en fin de match. Je pense que ça, on l'a quand même beaucoup remarqué. On avait beaucoup de mal à closer les matchs cette saison. On les démarrait pas forcément très bien. On démarrait pas forcément très bien au mi-temps et on finissait pas forcément très bien au quatrième quart-temps. Autrement dit, on était bon quasiment jamais. Et avoir un coach qui se laisse pas faire et qui a peur de rien, je pense que ça fait partie des ingrédients qui nous manquaient et qui vont nous faire du bien pour la suite. Adrien? Ouais, non, moi je suis aussi très satisfait de ce choix-là par rapport au nom que tu mentionnais. Évidemment, si tu es en début de free agency, de processus de recrutement, tu me proposes le choix entre Quinn Snyder et lui. Je prends quand même Quinn Snyder par rapport à l'ensemble de son œuvre au Jazz, qui est quand même impressionnante. La manière de comment il est arrivé à construire une équipe sans cesse compétitive. Parce que ça, c'est très fort de la part d'un coach de durer comme ça dans l'excellence. Mais on a toujours un peu cette, je sais pas, en tant que fan de basket, se dire le choix du coach rookie, c'est quand même toujours sympa.
Ouais. Tu vois, tu peux pas drafter au premier tour, mais tu as un coach rookie. Tu vois, il y a un côté un peu nouveauté, hein, le côté fraîcheur. Il dit voilà, et si le prochain, peut-être, tu vois, le prochain Budenholzer, c'est pas nous qui l'avons dégoté avant les autres. Ou le prochain Udoka aussi. Hein. Ou le prochain Udoka, est-ce que c'est pas nous qui l'avons dégoté avant les autres? Typiquement, tu as ce choix-là. Donc, Ham, pourquoi pas? Après, quand moi, je suis d'accord aussi sur ce qui a été dit sur le fait que tu récupères à nouveau un coach défensif dans la lignée de Vogel qui, au même titre que Vogel lors de sa conférence de presse, qui insiste là-dessus, qui insiste sur le fait que c'est la base de tout, que c'est la base des paniers faciles, que c'est la base, on va dire, de ta régularité en tant qu'équipe, c'est la défense. Ouais. C'est très bien. Mais, et je ne sais pas si on en parlera plus en détail aujourd'hui, ça remet de la pression sur le front office qui s'est mis dans la merde l'été dernier par rapport à la construction d'un roster de moins en moins défensif. Oui. Donc quand même là-dessus, tu peux avoir le meilleur coach défensif de la Terre s'il n'a pas un minimum de personnel et qui peut appliquer ses principes, ça peut être compliqué. Et un dernier point sur la défense de Darvin Ham, c'est ça. D'aucuns louent la polyvalence défensive en fait des Bucks, notamment en playoff. La capacité à faire du micro-ajustement sur micro-ajustement. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voyait pas chez Vogel, qui avait quand même des gros principes sur lesquels il ne dérogeait pas. Donc, rajouter encore plus de finesse tactique dans la défense, c'est toujours aussi intéressant, en fait. C'est-à-dire que dans la bataille, dans le jeu d'échecs des coaching staff, tu as quelqu'un qui sera à la pointe, comment dire, de son jeu. Ça, c'est quand même quelque chose d'enthousiasmant. Et là où je te rejoins, Nas, sur la construction du staff, moi, j'attends beaucoup des coachs offensifs qui va amener. Ça fait depuis 3-4 ans qu'on attend, enfin, tu vois, ce génie de l'attaque, le génie du playbook qui viendrait, comment dire, suppléer Vogel. On n'a toujours pas. J'espère que Ham va amener ce profil-là. En vrai, il y a des profils potentiels encore disponibles sur le marché, et même des profils entre guillemets un peu old school qu'on connaît. On sait que par exemple Borrego s'est fait virer des Hornets. Ouais. Ce serait pas un mauvais profil pour moi. Stotts aussi, il est encore disponible, si moi je me souvienne. Donc il reste quand même quelques noms, quoi. Ouais, s'il est pas coaché, j'aimerais bien retenter Mike D'Antoni. Ouais, mais Mike D'Antoni, ça va être un long shot. Mais oui. Juste avant... En fait, il n'y a plus beaucoup de positions de head coach qui sont disponibles. T'allais répondre dessus, Camille ? Non, j'allais dire juste avant de parler du coaching staff et des assistants qui vont venir aider Darvin Ham, je voulais poser la question à Benoît, son avis, du coup, s'il avait quelque chose à rajouter sur cette signature. Oui, rapidement, moi je suis plutôt content aussi. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je pense que c'est quand même assez fort de voir qu'on a signé un coach pour 4 ans. Ça laisse quand même à penser qu'on se projette assez long avec lui et qu'il va avoir quand même les clés pour un moment. Il a un discours intéressant sur le développement des jeunes lors de sa conférence de presse. Je ne reviens pas forcément sur ce qu'il a dit sur Westbrook parce que c'était de service public. Mais il a quand même parlé de travailler avec les jeunes. Ça, c'est un point positif aussi. Moi, j'en attends surtout de voir s'il a sa capacité à refédérer ce vestiaire qui est franchement fini délabré en fin de saison. Il a un discours qui me plaît beaucoup sur le ton, sur la forme, après avoir s'il arrive à appliquer et à se faire entendre de ses futurs joueurs. Voilà. Pas beaucoup plus à ajouter. C'est quelque chose qui avait été relevé au moment de sa signature, du coup sa capacité ou ses compétences de leadership, et apparemment il avait époustouflé les dirigeants sur sa capacité stratégique, tout du moins. Donc c'est pareil, t'as Kurt Rambis au bout de la table, donc pas besoin d'aller bien loin, mais apparemment, tu parlais Adrien tout à l'heure des micro-ajustements, notamment défensifs, voilà, même en attaque apparemment c'était assez intéressant du point de vue du front office. Je vous propose, messieurs, de faire une petite revue, puisque là, entre la date de podcast et l'enregistrement, il y a déjà eu des noms qui sont apparus pour filer un coup de main à Darvin Ham. Donc vous avez dit, il a déjà signifié à David Fisdale, Mike Pemberthy et John Lucas Free qui pouvaient partir ailleurs. Par contre, il a gardé Phil Handy et Quinton Crawford qui étaient déjà les coachs des Lakers, enfin les assistants coachs liés au développement. Donc ça fait sens aussi à ce que tu disais, Benoît, sur le fait d'accompagner les jeunes dans leur progression et dans leur développement. Il les garde là. Un troisième nom, messieurs, qui a filtré, c'était celui de Rashid Wallace. Oui. C'est le futur génie offensif, du coup. C'est le futur coordinateur offensif, non ? Vous pensez pas ? Je sais pas du tout. Non, qu'est-ce que tu as pensé de ça ?
Alors, On a zéro indication sur son profil d'assistant. Je t'avoue que plus que le profil d'assistant, ce qui m'inquiète un peu, c'est Rachid Wallace en lui-même. C'est-à-dire que si tu es là pour bosser, je sais pas, jouer au poste, etc., pas de souci. Quand tu vois le background, en tout cas, ou son passé en tant que coach, c'est assez surprenant. Il y a Kranji, toujours pour revenir au même. Vous savez, dès qu'on a un avis, c'est pompé sur Kranji, vous en faites pas. Plus sérieusement, il a fait un petit étalage des dernières années de coach de Rachid Wallace. Bon, c'est coach au lycée, etc. Il a fait un peu d'université. Je crois qu'il était assistant de Penny Hardaway. Alors, je sais plus si c'est à Memphis. Oui. C'est pas Marquette, Memphis, ouais. C'est Memphis, pardon, pas Marquette. Ouais, Memphis. Et cette année, il était assistant coach. Donc, il y avait Larry Brown aussi qui était là. Il a été assistant coach. Et il a été rétrogradé en tant que consultant externe à l'équipe. Donc, il y a une histoire d'injection et d'anti-Covid, etc. Bon, je t'avoue que je reste un peu dubitatif par rapport à ça. Je ne sais pas ce qu'il peut apporter et quel rôle ce sera pour Rachid Wallace. Est-ce que c'est un assistant coach défensif pour lui filer un coup de main? Je ne sais pas. Ouais, à voir ce qu'il va faire. Après, cela dit, s'il se contente de donner des précieux conseils, notamment au poste et au jeu au poste, puisqu'on le sait, ça fait partie des axes d'amélioration d'AD, en tout cas, peut-être pas sur un plan individuel, mais au moins dans le basket offensif des Lakers. S'il arrive déjà à insuffler ça, puisqu'il en était quand même plutôt bon, ce serait déjà une petite victoire en elle-même. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas nécessairement la signature sur laquelle on devrait le plus s'attarder, je pense. Il y avait une autre théorie, du coup, c'était que Philander avait quand même beaucoup de mal à travailler apparemment avec Russell Westbrook. Est-ce que c'est pas une solution de lui mettre Rachid Wallace qui lui met des gros coups de taquet dans la gueule ou pas? Ou c'est pas envisageable à un niveau professionnel? Je sais pas, tu sais, les Lakers trouvent toujours le moyen de nous étonner par leur incompétence parfois, etc. Donc ça pourrait tout à fait, en réalité, non, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec un duo Darvin Ham, Rachid Wallace, autant me dire que ça va filer droit, à mon avis, dans les vestiaires. Et tout à l'heure, Benoît en parlait. Il va falloir le refédérer, ce vestiaire aussi, parce qu'il en restait plus grand chose à la fin de cette saison. Et là, il va falloir partir sur des bases quasiment propres, parce qu'on en parlera plus en détail au moment de la free agency. Il y aura des choix à faire. Et en ce sens, avoir des joueurs un peu moins lisses, des personnages un peu moins lisses que Frank Vogel à ce niveau-là, c'est pas forcément une mauvaise idée pour moi dans l'idée. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la conférence de presse, ou en tout cas ses déclarations sur Russell Westbrook, ou on passe sur le matériel qui va être donné à Darvin Ham? La conférence de presse en tant que telle, elle n'est pas très très intéressante. T'as eu du gros storytelling, dont notamment le highlight a été raconté tout à l'heure par Nas. Il y a quand un coach qui dit voilà, je me suis fait tirer dessus, donc par rapport aux combattants qui affrontent et défendent la démocratie tous les jours, moi je ne peux pas dire, j'ai de la pression, je n'ai qu'un challenge. Okay. Là, tu ne peux pas faire plus qu'en termes de storytelling à l'américaine. Après, il y avait quand même beaucoup de principes très généraux et il n'y a pas grand chose qui a été raconté. Et in fine, il n'y a eu que vraiment une grosse emphase sur Russell Westbrook. C'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce tout au long de la conférence. Ouais. Mais qu'est-ce que tu attends d'autre puisqu'il était là. Et qu'est-ce que tu attends d'autre de la part du coach que te dire que oui, il est très important et que tu vas en faire pas le cœur, mais en tout cas qu'il sera quand même au centre de ton équipe, alors que tout autant, dès le 2 juillet, il est trade contre 3 paquets de chips. On connaît tous comment dire l'hypocrisie de ce milieu, et que si Pelinka trouve un moyen d'améliorer l'équipe et que ça passe par le départ de Westbrook, ça passera par le départ de Westbrook. Et ne vous inquiétez pas que Darvin Ham aura un plan B pour parfaitement remplacer la présence de Russell Westbrook. C'est ça. Excuse-moi, Benoît, vas-y. Benoît le précise. Westbrook était présent pendant cette espèce de Media Day aussi. Donc déjà, attendre de Darvin Ham qui émette ne serait-ce que des doutes sur le fit de Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers, ça n'allait pas arriver, quoi qu'il arrive. Il faut quand même être lucide, les gars, et voilà. On a même tous vu cette photo de Westbrook tout sourire pendant l'interview de Darvin Ham.
Donc voilà, à noter que Josh Hart était en 2019 au moment de la première interview de Frank Vogel et qu'il s'est fait envoyer pour Anthony Davis quelques semaines après. Donc en fait finalement ça veut tout et rien dire. C'est une première conférence de presse, c'est un service public pour reprendre l'expression, je crois que c'était de Benoît. Et puis c'est tout quoi. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du roster qui va être nécessaire de remodeler, tu l'as dit Adrien tout à l'heure, pour correspondre au profil défensif de Darvin Ham et au concept qu'il peut amener. Oui, d'ailleurs, on développera encore plus dans un autre podcast ou dans un autre espace. Est-ce que ça vous va ? Oui, de toute façon, oui. Il vaudra mieux quand on fera vraiment une revue d'effectifs des free agents et un peu des rumeurs qui circuleront d'ici là. Mais rappelons quand même une chose, que parmi les motifs de satisfaction que l'on a dans le fait d'avoir embauché Ham, c'est qu'il a eu des garanties justement sur la composition du roster. Du moins qu'il a eu des garanties qu'il aurait son mot à dire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il pourra dire je veux tel ou tel joueur, mais au moins qu'il puisse dire je veux tel ou tel type de joueur. Et si au moins le front office l'écoute sur ça, c'est une bonne chose. Parce que je vous ai pas interrompu tout à l'heure sur la partie sur Pelinka. Moi, au bout de, ça fait quoi maintenant 4 ans qu'il est C'est ça. Ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Moi, je ne sais toujours pas si c'est un bon general manager ou pas. Je ne sais pas. Il y a des sorties de free agency où je me dis bravo, masterclass. Et ça a bien bossé. Ça a bossé son salary cap. Ça a bossé ses timelines. Ça a bossé, comment dire, l'équilibre du roster. Et il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé encore cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je dois vous dire, je ne sais pas encore me positionner sur la qualité de ce general manager. Et donc, me dire que le coach aura au moins son mot à dire sur cet aspect-là, ça me rassure. Ça me rassure. Ça va être le moment d'évoquer les joueurs qui sont sous contrat et ceux qui peuvent partir. Attends, on a 5 joueurs sous contrat, non ? On a peut-être un petit peu plus que ça, du coup. On a LeBron et AD qui sont sous contrat, Talen Horton-Tucker qui est sous contrat. Et après, c'est le jeu des options. C'est-à-dire que Kendrick Nunn et Russell Westbrook peuvent décliner leur option et devenir free agent. Je pense pas qu'ils le feront. Non, je pense pas. Et oui, on rappelle que Russell Westbrook a une option à $47 millions qu'il ne retrouvera pas cet été s'il devient free agent. Et Kendrick Nunn a fait exactement 0 match de saison régulière. Voilà. Donc, il va garder son salaire de 5 millions. Tout le monde ferait ça à sa place, il n'y a pas de souci. Et donc après, on a 3 options, 3 team options. Donc Stanley Johnson, Austin Reeves, Wayne Gabriel qui ont des contrats, mais du coup non garantis. Messieurs, est-ce que selon vous, ça correspond un peu à cet effectif, ces 3 joueurs, ou est-ce qu'il faut absolument les éjecter parce qu'ils sont gaze ? On garde. T'as pas le choix. Hein. On garde. Oui. On garde le choix. T'as pas le choix. Tu es déjà sous contrat. Il faudra bien remplir le roster. De toute façon, il y a des contrats minimum. Et c'est pas des joueurs qui ont été infamants l'année dernière. Non, ils ont tous eu un apport intéressant à un moment donné. Reeves a été vraiment super intéressant, le plus intéressant des 3 probablement. Stanley Johnson a fait des matchs intéressants aussi bien défensivement que vraiment par points très, très limités, mais quand même au niveau offensif. Sur la pénétration, c'était intéressant. Puis, Gabriel a très peu joué, mais sur les quelques matchs de fin de saison, il a apporté des minutes. Donc oui, je pense qu'il faut les garder clairement. Pour vous dire, je regarde les joueurs qui sont free agent et donc pour qui on a le cap hold. À part Malik Monk, et je pense qu'il n'y en a aucun qui a été, en tout cas qui a eu un impact aussi positif que ces 3 joueurs-là. Je vais vous faire la liste, mais DJ Augustin, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Ken Bazemore, Wayne Ellington, Avery Bradley, Trevor Ariza. La vache. Ouais. Il y en a déjà les 3 quarts qui s'ils sont pas à la retraite, c'est un scandale là. Donc. Ouais. On a eu quand même des têtes brûlées cette saison. Mais après, c'est pas des joueurs non plus. Même tous ces joueurs-là, je leur jette pas la pierre parce qu'on sait tous qu'ils ont été. C'était juste des faire-valoir du Big Three. Donc si le Big Three tous, eux, ils allaient boire la tasse. Donc c'est normal qu'ils aient tous bu la tasse à un moment donné ou à un autre. C'est vrai. Très juste. Est-ce qu'il y en a parmi ces joueurs-là que vous conserveriez ? Sinon, Malik Monk, d'un point de vue contrat, ça paraît compliqué de le conserver, Adrien ? Bah oui, de toute façon, on n'a pas l'argent. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Si tu as une équipe qui lui propose 10 millions par an, évidemment que ça saute. Et on ne peut pas le garder. C'est ça, pour rappeler brièvement, du coup, on l'a signé au minimum l'été dernier, ce qui fait qu'on n'a pas les bad rights, qui permettent de re-signer un joueur malgré... que la franchise soit au-delà du cap. Donc on n'a pas de cap space pour signer Malik Monk, ce qui s'annonce problématique, si ce n'est une option, mais il pourra demander bien plus que ce qu'on peut lui proposer. Oui, c'est fortement probable. Après, lui a l'air d'avoir kiffé son année aux Lakers, vraiment. Il faisait partie des rares très enthousiastes dans des exit interviews, etc., et même tout au long de la saison. Donc on n'est jamais à l'abri d'une deuxième bonne surprise, même si, quoi qu'il arrive, moi j'ai quand même aussi un peu de réserve sur Malik Monk. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu
en préambule. Je sais pas si Malik Monk est un joueur qui peut jouer beaucoup dans des matchs importants, dans une rotation en play-off, même pas cher. Ok, on peut partir du principe que voilà, on n'a pas le luxe de pouvoir choisir, de pouvoir avoir mieux qu'un joueur comme Malik Monk, qui est quand même pas un mauvais joueur dans l'idée, mais il a été par moments tellement pénalisant que bon, voilà, là pour la ride de la saison pourrie des Lakers, écoute, voilà, c'est pas celui qu'on a le plus retenu, mais je pense que dans un effectif compétitif, les regards se tourneraient très rapidement sur lui si ça commençait un petit peu à foirer et à bégayer, quoi. Oui, en termes d'impact, c'est un impact positif, uniquement qu'on va pas le nier, hein, du coup. Mais quand on regarde sur le plan défensif, notamment sur l'impact, donc c'est le dit LeBron, on est au 9e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 9% des joueurs de NBA qui ont un impact en défense moins bon que celui de Malik Monk. Ça fait un peu short. Bon, pour vous rassurer, il y en a certains dans l'effectif de tête. Carmelo Anthony. Ouais, au hasard. Mais pour en revenir, voilà, ces joueurs-là, tu peux sortir sur le terrain quand ils sont en feu et qui commencent à peiner quand on les cible en attaque. Oui, Malik Monk en fait partie. Ouais. C'est un sous Jordan Poole. Donc tu mets pas des 10 millions là-dessus en fait. Hein. C'est ça. C'est vrai aussi, tu peux pas mettre ça. En tout cas, nous on peut pas. Parce que les Lakers, c'était une équipe compétitive, quoi. C'est ça, oui. Je précise ma phrase. Même si on avait 10 millions à louer sur un joueur, tu peux pas te permettre, dans l'optique de gagner un titre, de le mettre sur lui. Totalement d'accord avec toi. Messieurs, parmi les joueurs qui sont free agent, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez voir rester? Enfin, aimeriez, c'est peut-être un grand mot, mais genre Carmelo Anthony, on repart pas sur une nouvelle ouais, peut-être. Last Dance? Ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, c'est Melo. On l'a quand même beaucoup chargé cette saison, mais force est de constater qu'il peut quand même avoir son petit rôle. Et que, ouais. La limite, c'est. Dans le système de Ham, c'est un joueur qui peut être très important. Oui. Ouais. La limite qu'on a eue l'année dernière, ce qu'on avait déjà cité, c'était le souci, ou en tout cas le cas de figure où Melo arrivait aux Lakers avec un rôle de 6e homme et 28 minutes par match. Ouais. Ce qui semblait pas coïncider avec une équipe qui gagne. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Donc il a eu un coup de chaud en attaque, il a bien débuté la saison, notamment pour son 3 points, et ça s'est un peu amélioré au fur et à mesure, mais l'impact positif en attaque, c'est pas un souci, mais là aussi c'est une défense pénalisante. Donc est-ce que vous le voyez peut-être rester, en tout cas au minimum, parce qu'il n'aura pas plus, mais c'est une question de 10-15 minutes par match, grand max, non? Ah oui, c'est des petites rotations, mais c'est vrai que moi, je serais surpris qu'il reste. Quand tu as vu un peu plus ou moins ses sorties à la fin de la saison, il avait sorti, alors de mémoire, j'ai plus exactement les références, mais j'ai cru comprendre qu'il était dans une interview. Enfin, en gros, il est sorti des grandes phrases philosophiques sur ah, mais vous savez, le basket c'est bien, mais il y a mieux que le basket dans la vie. Il faut savoir se retrouver avec ses proches, machin, se ressourcer. Enfin, il avait sorti un truc comme ça qui laissait quand même porter à croire que soit il allait prendre sa retraite, soit il allait tout simplement dire gentiment que les Lakers sont une franchise de mort et qu'il allait se barrer d'ici très rapidement pour potentiellement finir sa carrière ailleurs, quoi. Donc je serais surpris de le voir rester. Mais moi, effectivement, à petite dose de la saison prochaine, pourquoi pas. Adrien, tu me parlais en off de ton chouchou Avery Bradley, non? Non, ça suffit. Enfin, déjà, ça fait 2 ans quand même que ça commence à se voir que ce joueur-là, tu peux pas le garder en plus à ce prix-là, parce qu'il prend combien cette année? 4-5 millions? Je sais pas, mais ouais. C'est ça, un truc comme ça. Hein. Bon, certes, parce qu'il est coupé et que tu le récupères au minimum, mais non, on peut pas mettre la MLE sur lui, c'est pas possible. Tiens, petit jeu, en termes de pourcentage, en termes de percentile, combien de joueurs NBA ont un impact moins bon que celui d'Avery Bradley cette saison? 6. Ouais, j'ai dit ça par ici, 3% pour Adrien, 10%. C'était 0,5%. Moins 4 de LeBron, voilà. Oh, bon, non, c'est toujours sympa les stats avancées. C'est toujours sympa les stats avancées, surtout quand ça va dans ton sens. Bon. Un joueur qui pourrait. Pardon, Adrien, Nas, tu disais? Moi, je disais peut-être quid de THT, parce qu'on a parlé rapidement des joueurs. J'allais évoquer notamment les joueurs qui étaient par contre sous contrat et qui pourraient partir. Il y en a 3 cibles. Donc, on a parlé de Kendrick Nunn qui allait prendre son option, mais qui pouvait être transféré à partir de ce moment-là. Oui. Pareil pour Russell Westbrook, mais d'abord THT, qui est lui sous contrat. Donc, il reste 2 saisons. Messieurs, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? De toute façon, tu peux pas jeter maintenant. Enfin, la valeur marche. Il y a eu des rumeurs qui me disaient qu'il a une valeur marchande. Effectivement, il reste encore jeune. Il est très jeune, quand même, THT.
mais tu peux pas le balancer maintenant alors que sa valeur elle est plus bas. Après une saison où il n'a pas du tout été mis en avant comme il aurait dû être mis en avant, partie de sa faute à cause de son jeu quand même qui est très lié à... Enfin, c'est un jeu on-ball quand même très marqué. Et puis, quand t'as pas d'imagination au niveau du coaching staff, il est enfermé dans ses travers en fait, plutôt que de l'aider à se développer sur la direction où il devrait logiquement se développer. Donc il faut attendre. Il faut attendre que plus de pragmatisme et plus d'encadrement offensif de la part du coaching staff. Je sais pas, moi, pour le coup, tu vois. Je sais pas. Je veux dire, ça m'empêcherait pas de dormir qu'il se fasse trader ailleurs, honnêtement. Mais contre qui? Voilà, c'est sûr, je veux bien. Tu récupères. Quand tu trades à la cote la plus basse, soit tu trades avec une équipe qui est encore plus désespérée que toi, mais en plus, un joueur avec 2 ans de contrat, ça veut dire que tu trades un joueur qui va rester dans ton roster quand même dans ton payroll pendant encore 2 ans. Ouais. C'est pas trade Russell Westbrook où tu sais que l'autre GM veut faire avant tout une opération comptable et pas une opération sportive. Donc je suis pas sûr que tu vois THT, si tu dois le trade, c'est pour un GM qui y croit beaucoup, qui y croit tellement qu'il veut absolument avoir les bird rights. C'est ça. Et je ne vois pas aujourd'hui quel est le GM qui va se dire je veux absolument les bird rights de THT. Si, je pense qu'il y en a qui ont entre guillemets rien à perdre à ce niveau-là. C'est tout ce qui est les tank teams favoris type Rockets, Kings, OKC, Kings, etc. Ouais. Enfin, Kings, pareil, ils font pas du tanking. Ils croient que chaque année qu'ils vont faire les playoffs et dès 5e match, ils font du tanking. Mais bon. C'est ça. Mais non, plutôt OKC, effectivement, et les Rockets. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il est clairement dans sa plus basse valeur possible et imaginable. Et on n'en tirera pas grand-chose si on le met sur le marché. Disons qu'il semble pas avoir progressé en termes de niveau. Ouais, ses données et ses stats, elles sont à peu près équivalentes à ce qu'il faisait. En tout cas, c'est dans la même lignée. Par contre, automatiquement, son salaire a bien augmenté cet été. Donc, c'est sûr que les attentes sont un peu plus supérieures. On l'attendait bien meilleur et c'est peut-être pour ça qu'il a déçu, du coup. Moi, je vois pas une autre manière, une autre façon de faire que de le garder une année de plus et repartir en lui offrant ce poste de 6e homme et en lui mettant personne dans les pattes capable de lui bouffer son spacing. Parce que tu peux pas faire autre chose, je pense. Mais ça veut dire aussi que tu dois aussi peut-être sacrifier Westbrook. Attention, c'est un déchirement. C'est un déchirement de prononcer ça, tu vois, comme de le formaliser, de le verbaliser comme ça. Mais si tu donnes le rôle de 6e homme, c'est-à-dire que littéralement, il n'y a personne d'autre qui a le même profil que lui dans le roster. Et là, on y arrive, de toute façon, tu fais une transition parfaite, là. Ouais, j'allais parler de Kendrick Nunn, mais bon, c'est pas grave. Nunn, c'est le gamble ultime. Enfin, qui va se positionner sur ce mec? Personne ne l'a vu depuis plus d'1 an. Enfin, ce serait bien. C'est un gamble trop important. Finalement, nos trois joueurs en question là, c'est vraiment des paris. Et je vois personne se lancer dessus en fait. Alors, ce qui est supposé, en tout cas, ce qui est dit dans les médias, c'est que Kendrick Nunn va forcément accepter sa play option. Et par contre, ce qui peut être bien pour remplacer Malik Monk en termes d'attaque. Ouais. La signature qui posait un petit peu plus de questions, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était Russell Westbrook. À un moment donné, ça parlait de Russell qui opt-out, qui allait devenir free agent, puis finalement il va rester parce que 47 millions sur une année, il ne retrouvera pas mieux en 3 ans. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait de Russell Westbrook ou qu'est-ce qu'il fait lui? Moi, personnellement, je pense que c'est 2 questions bien distinctes. La première, c'est qu'est-ce que lui il veut faire. Pour l'instant, je suis toujours pas convaincu qu'il a envie de rester. Maintenant, est-ce qu'il va être séduit par le discours du coach et puis il va peut-être avoir des signes de la part de ses coéquipiers? À voir, mais je le sentais plutôt parti pour se casser. Et puis on en revient toujours à la même question, c'est d'accord, le faire partir, mais pourquoi et chez qui et à quelles conditions? Et là, clairement, il y a beaucoup d'équipes qui attendent de voir à quel niveau on est prêt à lâcher du lest. Et je trouve que ça, la politique de dire on peut très bien le garder, on va voir ce qu'on fait avec, c'est pas mal, ça a tendance à montrer qu'on n'est pas tant aux abois que ça, alors qu'en réalité on l'est quand même. Oui, mais c'est juste ça, c'est juste la narrative par rapport aux autres franchises. Mais en soi, si on a une offre qui arrive sur la table, tu vas la prendre, même si c'est Hayward. Mais je pense qu'on est tous déjà d'accord autour de cette table pour dire qu'il n'y en a aucun qui aimerait retenter l'aventure Big Three, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis la saison prochaine. Arrêtez, je me trompe. Le problème, c'est que, et là je refais un peu de rewind, c'est qu'au maximum de la hype Westbrook chez nous, c'est donc on vient de l'engager, on s'était dit que après avoir dîné autant de fois avec LeBron et Davis, tu peux te dire que ok, il a compris quel était son rôle maintenant, ce qu'il fallait pour gagner un titre,
et que donc il a accepté de se changer. Alors que quand tu vois après la traduction sur le terrain, où il a fait absolument zéro effort pour modifier un petit peu son jeu, tu te dis qu'est-ce que tu vas en attendre la saison prochaine? Non, mais c'est ça. Ouais. J'en discutais en DM là, avec un abonné et je disais que vraiment ce qui m'a déçu plus que l'incapacité ou l'incompatibilité, c'était surtout sa mentalité. Si tu veux. Les échos qu'il y avait, c'est que dès le training camp, il râlait déjà sur le rôle qui lui était donné, sur les consignes qui lui étaient demandées en défense, sur le rebond, etc. Il semblait déjà vouloir tirer la couverture et manquer d'efforts pendant la saison. On en a vu combien de fois où il s'est planté en défense, où il s'est fait trouer parce qu'il surveillait pas son type, où il revenait en marchant, où il y avait des pertes de balles. C'est peut-être ça qui m'a déçu le plus avec cette étiquette de Mamba Mentality. Ouais. Je vous avoue que là, voilà, Russell était incompatible, en tout cas avec les joueurs qui étaient autour. Ça reste, à mon avis, le problème principal, c'est que ça fait 4, 5, 6 ans, à chaque fois qu'il change d'équipe, on se dit il va changer, il va se fondre dans un collectif, il va comprendre. Et à chaque saison, c'est la même rengaine le concernant. Et c'est ce qui fait aussi que sa valeur, elle baisse au-delà de ses stats purs, c'est qu'aujourd'hui, il va attirer quel coaching staff? Il arrive à se fondre nulle part. Donc à moins de trouver une équipe qui s'adapte à lui, il n'attirera personne en fait. Ouais, mais là je te coupe, Benoît. Effectivement, il y a ça, mais de toute manière, le coach qui va faire le coup, enfin plutôt la franchise qui fera le coup de faire venir Russell Westbrook, elle le fera pas en se disant on va faire venir Russell Westbrook et on va être des contenders, on va gagner le titre et on va jouer le basketball champagne et ça va être le Brésil quoi. Non, les mecs qui vont faire un trade pour Russell Westbrook aujourd'hui, c'est en disant c'est un contrat expirant, on va l'avoir pendant 1 an, on aura un petit peu de buzz. Il nous fera gagner quelques matchs. On aura des highlights sur Bleacher Report et peut-être qu'avec un peu de chance, il bonifiera certains de nos joueurs parce que ce qu'on pourra pas lui retirer quand même, c'est que tout au long de sa carrière, il a quand même pu bonifier certains joueurs. Je pense que moi, Russell Westbrook, il est un joueur qui peut encore aujourd'hui être relativement performant en tant que première option dans une équipe qui n'a pas grand-chose à jouer. Mais je pense que dans une optique d'être dans une franchise avec un coach avec du sérieux et puis finalement un besoin de changement, pour rebondir sur ce que tu disais Adrien, notamment en défense, parce que c'est vraiment là où ça a été catastrophique cette saison, hein, au-delà effectivement de l'offense qui n'était pas terrible non plus. En défense et en implication, c'était pas bien. Tout à l'heure, Clément, tu parlais du training game, mais il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis sur lui disant qu'il se prenait la tête, ne serait-ce que dans les film sessions, quand on pointait du doigt, quand le staff pointait du doigt, c'est explicite sur le parquet. Donc oui, problème de mentalité, problème purement de skill set par rapport à ce qu'on a besoin en complément de LeBron et Anthony Davis. Problème à tous les niveaux. Honnêtement, je retiens rien de positif de cette saison de Russell Westbrook aux Lakers. Perso, j'ai pas envie que ça continue, mais je suis certain qu'il pourrait faire au moins le bonheur temporaire d'une franchise qui a moins besoin de prendre qui peut prendre des risques justement, de se dire sur une saison, vas-y on y va. De toute façon, au pire si ça foire, il sera free agent l'été prochain et puis tant pis quoi. Et à ce niveau-là, moi, je fais partie plutôt des gens qui sont plutôt optimistes à ce niveau-là. Je pense qu'on aura des offres, si on est prêt aussi à y mettre le prix, qui nous permettront de liquider Russell Westbrook. Et je pense que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on balance ce first pick 2027, ou même les suivants d'ailleurs, pour envoyer Russell Westbrook? Je pense que c'est plutôt ça la question centrale, et c'est ce qui fera qu'on arrivera à s'en séparer ou non, pour moi. Oui, après, voilà, c'est ce qu'il disait. Je vois pas mal de franchises accepter Russell Westbrook si tu lui attaches le first pick. C'est ce que les Lakers feront, hein. C'est ce que les Lakers feront, même s'ils disent le contraire. Forcément, c'est une manœuvre. Tu peux pas dire, on va filer Russell Westbrook et un pick. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ouais, c'est sûr. Mais il y aura des clients, hein. Il y aura des clients, c'est certain. Adrien, est-ce que tu penses qu'il y a des GM qui peuvent se jeter sur Russell Westbrook en se disant que voilà, en redevenant première option, il peut emmener un effectif en play-off, voire plus loin, et que cette méforme, en tout cas cette saison en dedans, elle est uniquement liée à ce rôle de catch and shooter de Russell Westbrook, puisqu'il n'a pas touché le ballon de la saison? Non, moi je pense qu'il n'y a aucun GM qui va penser ça. Il n'y a aucun GM qui a pensé ça. Dans le pire du pire, tu vois, prenons le cas où tu fais un trade avec les Pacers. Ouais. Qui pour moi est la destination idéale. Parce que le GM fait OK, l'équipe ne va nulle part, on ne joue plus rien, donc on reconstruit tout. On reconstruit, voilà. On a 1 an avec Russell Westbrook. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de cap space au maximum dans les prochaines années. Donc comment je fais pour me délester de mes gros contrats et avec rapidement du cap space et peut-être sur le gâteau,
je peux ne pas paraître trop ridicule auprès de mes fans, tu vois, pour un peu, tu vas vendre un peu les billets et que tu vois que ce soit pas non plus le stade Louis II pendant une saison à Indiana. Ouais. Mais sinon, qui est-ce qui peut miser sportivement sur Westbrook aujourd'hui? Pour faire quoi en fait? Non, sportivement, peut-être pas, mais par exemple, moi je sais que tu as le chasseur de pique Sam Presti, tu vois, qui finalement aura rien à jouer la saison prochaine, hein, faut être lucide, mais ils reconstruisent eux aussi. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une last dance de Westbrook à OKC, par exemple? Oui, mais on prend qui chez eux? Ça, c'est pas rendre service à Shai. C'est ça la question. On prend qui chez eux? Chez eux en particulier, je sais pas, mais après tu peux. Non, mais tu imagines, il faut trouver les 40 millions de salaire à récupérer chez eux. Tu peux monter un trade à Ah oui. Ah oui, dans ce cas-là, oui. Et moi, je suis Presti. Je t'avoue que le message envoyé à Shai Gilgeous-Alexander, c'est costaud quand même. Ah oui. Ouais. Non, c'est pas bon. Tape-toi des saisons de merde, je te remets Russell Westbrook dans les pattes. Viens voir. Allez, re-signer. Non, mais juste pour en revenir, du coup, pour vous, ça semble faisable. Tu as évoqué tout à l'heure Adrien, je crois que c'est Adrien ou c'est Nas qui a évoqué Gordon Hayward, puisque Charlotte était parmi les équipes qui pouvaient avoir un intérêt pour Russell Westbrook. Indiana en était une autre. Est-ce que vous en voyez d'autres, des franchises capables d'aller chercher Russell Westbrook? Les Pistons? Ouais, mais pareil, ils sont les 40. Ah oui, il y a Grant peut-être, mais il est free agent maintenant. Donc on peut même pas faire un. Les Knicks? Les Ouais, Cavs les Knicks. les Cavs avec Love. Putain, là c'est pareil. Ouais, mais non, les Cavs, Darius Garland et compagnie, ils vont être contents. le meilleur meneur de la ligue, futur meneur de la ligue dans leurs mains, je pense pas qu'ils lui mettront Russell Westbrook dans les pattes, même s'ils avaient besoin de men cette saison, c'est vrai. Ouais, Non, les sinon Knicks, c'est peut-être. compliqué. Hein. Ah, c'est compliqué, Moi- c'est ça. Moi, perso, même si c'est pas ce que je souhaite, je vois bien la situation qu'on va débuter la saison avec Westbrook et que si ça doit se faire, ça se fera en février. Il y a des situations qui vont se décanter, il y aura peut-être plus de portes ouvertes à ce moment-là, mais j'ai beaucoup de mal à envisager un trade J'ai peur que qu'on se foute à poil vraiment. Moi, j'ai peur que ce soit trop tard, Ben, quand tu trades en février, parce que tu vas te retrouver dans deux configurations. Soit ça marche pas, et ça veut, enfin, dire l'équipe va mal sportivement, et c'est très tard pour redresser la barre en février. Soit l'équipe marche bien, et pourquoi changer une équipe qui gagne? Bah, sauf si on part du principe qu'on peut faire une saison comme Boston où on démarre en février et on finit en balle, mais j'y crois pas non plus. Hein. Mais ils ont fait. Ouais. Ouais, je sais pas. Enfin, moi je suis d'avis que pour le coup, Westbrook, si tu as le moyen de l'envoyer ailleurs, il faut y mettre le prix. Honnêtement, je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on envoie le first pick 2027? Pour moi, oui, clairement. Tu as la chance d'avoir entre guillemets un reset au niveau du coach. Tu as de la chance que disons que en haut ça n'est pas choisi un coach naze type Mark Jackson. Donc tu reconstruis depuis le début. Tu as l'excitation du coach rookie, gros mental, etc. Tough guy et compagnie. T'as encore LeBron qui, mine de rien, cette saison finit tout près d'être le meilleur scoreur de la ligue et était quand même encore en forme. Donc j'ose espérer qu'un LeBron qui t'a 30 points cette saison aura quand même encore du jus la saison prochaine pour continuer à être on va dire au moins un top 10 tout 15 joueurs de la ligue au minimum. On va avoir la saison prochaine 2 des 15 meilleurs joueurs de la ligue dans l'effectif. Pour moi, il faut tout envoyer si tu peux tout envoyer, hein, honnêtement, pour pouvoir maximiser ta chance d'envoyer Westbrook ailleurs et d'ouvrir encore une fois un title shot. Pour moi, j'en suis convaincu en tout cas. Je pense, de toute façon, on pourra avoir des pics en temps voulu si demain il faut reconstruire. Ça c'est certain. Tu t'es pas à l'abri de pouvoir re-signer LeBron et de pouvoir le trade après. T'es pas à l'abri de pouvoir trade Anthony Davis encore. Donc je veux dire, si demain tu dois fermer boutique et repartir sur un rebuild, pour moi c'est pas ce pic 2027 qui fera une énorme différence, quoi. On a eu beaucoup de questions, messieurs. Je pense que la réponse est un peu induite par la question qui disait, en gros, si on trade Russell Westbrook demain, est-ce qu'on abandonne le projet d'avoir 3 stars? Donc, à savoir, est-ce qu'on trade Russell Westbrook contre une autre star ou contre des role players? Je pense que l'option d'une autre star n'est pas présente. Du coup. On est d'accord. Non. Ce serait. Vous allez rigoler, mais voilà, la seule star entre guillemets disponible, ce serait John Wall qui prendra son option aux Rockets et qui sera disponible quoi pour un trade, mais c'est tout quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit vous allez rigoler, mais voilà.
Non, celle d'Indiana est très sympa comme offre. Pour en revenir à Russell et pour rebondir sur ce que tu disais, Nas, moi j'ai vraiment des doutes. Donc au niveau mindset et au niveau volonté de Russell Westbrook de s'améliorer, peut-être qu'il y aura volonté de faire un rebond par rapport à cette saison pitoyable, mais est-ce qu'il fera des efforts défensifs comme ça lui a été demandé certainement par Vogel l'année dernière et comme ça lui a été demandé par Darvin Ham qui veut en refaire comment dire, je ne sais plus les termes à utiliser, mais en grosso modo en refaire un gros défenseur. En faire plutôt du coup, parce que bon. Ouais, bon, en refaire peut-être qu'il parlait de ses années à UCLA, peut-être, je sais pas. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est que en fait, contrairement à ce que certains ont pu avancer comme argument, cette saison en dedans de Russell Westbrook, elle n'est pas due à un rôle de spot-up shooter. Alors, on a vu ça, on avait eu des tweets à un moment donné où LeBron James n'était plus là parce qu'il était blessé, Russell Westbrook revient, refait des stats et les gens disaient voilà, maintenant qu'il est plus un spot-up shooter, maintenant qu'on lui donne le ballon dans les mains. C'est-à-dire que sur cette saison, Russell Westbrook en termes de ball dominance et en tout cas de ballon touché ou d'attaque menée, c'est quand même dans le top de la ligue. C'est-à-dire qu'il y a 90% des joueurs de NBA qui ont moins de ballons dans les mains que Russell Westbrook, même si LeBron est à côté. Donc il touche certainement moins de ballons, et pourtant il est moins efficace qu'avant. Ouais. Il est moins efficace qu'avant sur des domaines qu'il maîtrisait. J'avais marqué notamment sur la finition au cercle. Maintenant, en tout cas cette saison, c'était des stats moyennes, dans la moyenne de la ligue. Alors que là, il dominait, il performait dans ce domaine-là. Maintenant, c'est plus le cas. Oui. T'as un joueur qui a quand même clairement décliné d'un point de vue athlétique, qui a décliné sur sa finition au cercle, qui est pas capable de shooter pour un sou, qui a encore des qualités au playmaking, on ne pourra pas les lui retirer quand même. Ah oui. Mais voilà quoi, ça fait quand même très cher les 47 millions de dollars quoi. Je pense que c'est un excellent playmaker, c'est un joueur capable de marquer. Cette année, il a fait moins d'isolation, mais avec une meilleure efficacité, donc, pour le coup. Mais il est pareil dans les termes d'impact, etc. Il était dans la moyenne de la ligue. C'est trop peu pour un joueur de 47 millions qui est censé être ta troisième option offensive ou en tout cas ton troisième meilleur joueur de l'effectif, malheureusement. Donc peut-être qu'il rebondira ailleurs, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais d'un point de vue Lakers, si je suis Rob Pelinka, que j'ai l'occasion de balancer le pic pour envoyer Russell Westbrook ailleurs et récupérer un ou deux role-players qui peuvent apporter des choses sympas, notamment en défense et dans le spacing, puisque c'est quelque chose qui est demandé par Darvin Ham, je le fais sans hésiter. Et également, tu te ramènes également de l'asset. Ouais, c'est ça. Ouais. Des contrats un peu plus longue durée que tu pourras retrader après. Ouais. C'est ça. Il y aura quand même un truc que je regretterais s'il vient à s'en aller, c'est les tweets de Matt Pokora. Matt va rester avec nous. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'effectif qu'on a actuellement Lakers et qu'on aimerait voir un peu bouger, ou est-ce qu'on se le réserve pour un autre numéro où on évoquera les joueurs à aller chercher, des joueurs qui nous intéresseraient? Un prochain numéro, ça peut être très bien ça. Ouais. Oui. Qu'on fera dans moins de 6 mois, si possible. Ouais, d'ici 6 mois, ouais. On essaiera de faire ça sur les coups de novembre, peut-être. Novembre, si on est bon. Un petit mot de la fin? Eh bien allez, je commence. Écoutez, que dire? C'est vrai que, bon, à titre personnel, j'avais de moins en moins envie d'animer le compte là sur la saison qui s'est passée. Pour des raisons, je pense que vous avez tous compris. Le basket n'était plus au centre des Lakers et par extension, il était plus au centre de moi-même aussi. En espérant que cet été voit les Lakers s'améliorer à tous les niveaux. Ça commence plutôt bien. On va être quand même optimiste par rapport, en tout cas, au coaching staff. Mais oui, malgré tout, merci à tous toujours pour vos réponses. Là, tout à l'heure, j'ai encore envoyé un tweet pour parler des questions pour le podcast, beaucoup de réponses, alors que on n'est quand même pas extrêmement actif là depuis plusieurs semaines. Mais voilà quoi. Donc non, vraiment, vraiment cool. En espérant, on se verra, je pense, moins la saison prochaine parce que voilà, beaucoup moins de temps à titre personnel et moins d'envie aussi. Notamment à cause de Russ Westbrook qui me pourrit la vie. Non, je rigole. Mais ouais, comme d'habitude, merci. Une saison de plus à vos côtés. Ça fait maintenant un moment et puis pourvu que ça dure quoi. Adrien? Oui, alors, moi ça fait quand même depuis plusieurs mois aussi que je suis un peu dans la même situation que Nas et c'est regrettable parce que même si je suis pas resté aussi longtemps que vous, j'ai quand même développé un attachement réel à ce compte et à sa communauté. Donc j'aimerais bien quand même qu'on maintienne un lien d'une manière ou d'une autre, qu'on maintienne une certaine activité d'une manière ou d'une autre, mais après sous quelle forme, je ne sais pas. C'est des choses à voir, mais en tout cas, j'espère qu'on va quand même vivre ensemble une belle intersaison. Ouais.
Et des choses très enthousiasmantes dès le mois d'octobre. Et une draft, monsieur, parce qu'on ne sert pas de pick, mais Rob Pelinka prévoit d'acheter un pick au second tour de draft, donc soyez présents. On ne sait jamais, il y aura peut-être un 47e tour de draft à la fin. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette possibilité pour se renforcer, hein, mais bon. Non, on fera pas Newburn en chasseur de la draft. Non, je vous avoue qu'on va peut-être faire l'impasse sur celle-ci. Ben, quelque chose à dire? Oui, moi, contrairement à vous autres, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps sur le compte, et d'ailleurs, je vous en remercie encore, parce que ça faisait longtemps que je vous suivais en tant qu'abonné, et je suis content d'intégrer, même si je ne suis pas très actif, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'avais perdu un peu le goût en fin de saison, mais là, j'avoue que refaire des live tweets à 4h du mat, ça commence à me manquer. Donc, j'ai quand même envie d'être optimiste et content d'avoir un nouveau coaching staff. Donc, hâte de voir le déroulement des événements cet été. Très bien, parfait. Messieurs, on se retrouve pour un prochain numéro pour évoquer la prochaine free agency et voir sous d'autres formats peut-être pour le début de celle-ci. Ça vous va? Yes. Yes. Allez, bonne soirée, messieurs, et à bientôt. Bonne soirée à tous.